Quelles sont les valeurs que vous prônez en tant qu'homme politique? La première chose, c'est qu'il faut être toi-même un homme correct. Un homme correct est honnête, discipliné, travailleur, engagé. C'est ça les valeurs fondamentales qui vont faire de toi un homme qui n'aura rien à envier à ton compatriote ou ton collègue de Washington. Voilà les valeurs que vous devez défendre, pour lesquelles vous devez vous battre. Il faut travailler dur, il faut persévérer, il ne faut pas avoir peur d'échouer. Il faut bien gérer le patrimoine que Dieu a bien voulu te donner. Tout le monde est avec quelque chose. Il faut maximiser, multiplier et conserver ça. N'attends pas pour lui au Kamdou. Pour ça. Ton argent est fabriqué en France. Oui. On te donne quand on veut. Quand tu vends un baril de pétrole à $100, on prend $50, on garde dans la banque française. $50, sur $50, on t'envoie ça en papier CFA. Comment tu vas faire? Si tu bouges, on te fait le coup d'État. Si on a le pouvoir un jour à 17h, avant 2h du matin, l'ambassadeur de France parle d'abord, il va revenir après. La fonction publique est un sacerdoce. On vient pour servir et non pour se servir. Et que dans la République, lorsque tu veux t'enrichir ou te servir, il y a les créneaux prévus. La gestion de la chose publique est un sacrifice de type divin, de type religieux. Je vais me sacrifier. Je ne vais pas m'enrichir. Et je me contente de ce que l'État a prévu pour moi. Si tu veux gérer notre fortune commune, on doit connaître ce que tu as personnellement. C'est-à-dire le fait que le prix à la compte soit supérieur au double du prix de revient. S'il y a un commerce comme ça, où tu achètes à 100 francs, tu revends à 250. C'est ça l'affaire. Ce n'est pas pour de bénéfices. C'est une mafia néocoloniale terrible. Elle n'arrive même pas à établir le niveau de bénéfice raisonnable. Le RDPC, ce n'est plus la folie. C'est, comment on va appeler ça? Non. En 62, on tue Abel Kenyé, au Caire en Égypte. Non, c'était à Accra. Oui. En 66, au sein d'Afane. En 72, Ernest Wandé. Donc, on les a assassinés. Et les assassinats, on a étouffé toute vérité d'idéologie. Donc, on est dans un désert idéologique, c'est ça que vous dites. OK? Ce désert idéologique a une justification historique par les faits. Et on a installé un régime néocolonial qui ne faisait que ça. Traquer tous. Vous avez suivi comment suspendu. Vous croyez que Fameux nous fait quoi? Il étouffe un petit que lui, il voit venir. Il n'est pas bébé idiot, hein. Il est seulement de mauvaise foi. Il voit venir une force de l'UPC de très loin. C'est ça qu'il veut étouffer. Aujourd'hui, beaucoup de Camerounais pensent que vous êtes un intellectuel, certes, mais un intellectuel à la grande gueule, au regard de vos apparitions télévisuelles et parfois vos émotions qui se laissent transparaître. Que répondez-vous à cela? Je vais répondre à cela en prenant deux groupes sociaux dans notre pays actuellement. Moi, ça fait peu de 30 ans, je faisais de la médecine depuis la moitié de la décennie 80. J'étais dans la médecine, dans la 3e année de médecine. Hein. J'étais de la médecine, ça fait un peu plus de 30 ans. Mais j'enseigne aussi la médecine à peu près 25 ans. Si vous demandez à la moitié de médecins pays qui sont mes anciens élèves, d'autres sont devenus de très grands professeurs. Et si vous demandez à mes patients, que j'ai encore jusqu'au 2, ce matin j'en ai opéré 2. Moi je suis comme ça. Avant de venir aux interviews, Thomas, je m'en vais opérer à 6 heures. Si vous leur demandez, vous aurez certainement peut-être, mais vous serez surpris de trouver qu'il y a une bonne proportion qui vont vous dire que c'est une autre personnalité quand il est avec nous. Les étudiants m'ont appelé Papa Poum. Les malades ne m'ont pas trouvé un nom spécial, mais ils sont très contents de parler avec moi. Ils se rendent, ils me disent, ils m'ont parti, dit que je prends beaucoup de temps pour les écouter, pour comprendre leurs problèmes. Parce que la maladie n'est pas que physique. Parfois, il y a des déterminismes, des raisons que l'on trouve dans la culture, dans les habitudes, dans le mode de vie. Et je fouille tout ça, que le fond de l'affaire vient de là-bas. Il faut qu'on règle ça. Et donc, non, je ne veux pas une grande gueule pour tout le monde, mais en politique, la gouvernance néocoloniale de notre pays, c'est-à-dire la gouvernance, le colon, voilà ce que le colon a fait. Il a exécuté systématiquement ce qui était préparé et était prêt à gouverner.
et à nous faire passer comme un peuple sérieux, développé à cette date. Il a donné à ceux qui n'étaient pas prêts. Leur gouvernance est une catastrophe. Le problème, c'est que la plupart d'entre eux ne comprennent pas ça. Ils ne peuvent pas comprendre si on ne fait pas ce qu'on appelait, moi, on appelle ça le shit. Il faut les shit dans notre temps. J'assume ça, mais je peux quitter de là. J'assume même que je m'énerve parfois lorsqu'ils font preuve d'avoir ajouté trop d'ignorance. C'est-à-dire qu'essayez de lire un peu, cultivez-vous. Moi, je n'ai appris que la médecine, mais vous voyez le nombre de choses avec lesquelles je suis à l'aise pour discuter. Ça veut dire que je lis beaucoup, ça veut dire que je me cultive. Donc non, je suis un homme à plusieurs, mais du point de vue de la communication, si vous voulez, j'ai plusieurs niveaux. Il y a des gens avec... Quand on est bien, je suis très bien. Mais quand on apporte la mauvaise foi, c'est ça que je ne tolère pas. D'accord. D'accord. Alors, professeur, nous allons entrer dans le premier sujet. Le 31 décembre dernier, l'on a suivi ça et là les discours des hommes politiques, de certains leaders politiques de l'opposition au Cameroun. On a suivi également le traditionnel discours du président Paul Biya à la nation. C'était le 31 décembre dernier. Mais avant d'analyser ces différents discours, de voir qu'est-ce qu'on pouvait retenir dans ces différentes sorties, quelle analyse, quelle appréciation faites-vous de ces sorties des hommes politiques tels que Maurice Kamto Cabral Libye qui choisissent le 31 décembre uniquement pour faire un bilan de l'année, quand on sait que le 31 décembre est réservé au chef de l'État, celui-là qui répond au nom du Cameroun à l'international? Trouvez-vous que la méthode soit juste, ou bien c'est juste, on va dire quoi, ils profitent de l'occasion? Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de choix. Nous, à l'UPC, on ne l'a pas souvent fait. Et même si je suis à la tête de l'UPC demain, parce que ça se m'oublie de temps en temps, on ne le fera pas. Et la raison fondamentale, c'est quoi? C'est que nous, on a beaucoup d'occasions historiques. Au courant de l'année, si on parle, on a le 13 septembre, on commémore Après ça, en novembre, on commémore Moumé. Après ça, en janvier, on commémore Ernest Wandi. En mars, on commémore Océan Afane. Le mai 56, on commémore les événements de mai 56. Le 27 août 1940, le débarquement, le montage de tout qui sont allés libérer la France. On a tellement d'événements. Vous voulez dire que ceux-là n'ont pas d'événements? Ils sont nés hier, ils n'ont pas 15 ans. Mais ça a 15 ans à peine. C'est un parti, je crois qu'il est né vers 2011. Il a 15 ans à peine. Le PCRN, bon, on ne sait pas quand il est né. Et donc, ils n'ont déjà pas d'histoire en termes de temps. Ils n'ont pas eu le temps. En termes de contenu, ils n'ont pas tout. Nous, quand on vous dit là, si on veut rien qu'à raconter aux jeunes l'empoisonnement de Mimé à Genève, c'est toute une affaire. Comment est-ce que les bagosiers français ont fait pour l'empoisonner? Donc le 15 septembre, on n'a pas fini de trancher. Vous savez qu'il y a un débat là. Est-ce qu'on a assassiné le 13 septembre à Bélingo? Est-ce qu'on l'a arrêté, on a venu l'assassiner? Est-ce que Maïl l'a trahi? Maïl n'a pas trahi. Tout ça, c'est la littérature classique. C'est très riche, c'est très beau à entendre, c'est très agréable. Ça suffit pour capter l'attention. Je crois que les autres captent l'attention et je pense que ne soyons pas très rigoureux avec eux. À mon avis, s'ils ne parlent pas, ils vont parler quand. Leur naissance signifie quoi? Qu'est-ce qu'ils ont comme histoire? Ils sont vivants. Alors, professeur, je l'ai dit, on a suivi Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. On a suivi l'honorable Cabral Libye, le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Nous devons parler. Vous avez suivi le discours? Bon, pas avec en diagonale, on va dire. Les avez-vous trouvé convaincants, pertinents? Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes en train de me demander que devant un enfant qui a un paludisme sévère et qui convulse et qui a 30 degrés de fièvre, 39 degrés de fièvre et qui vomit, qui a même la diarrhée, on a donné les antidiarrhéiques, on a donné le Vogalène pour qu'ils ne vomissent pas, le Valium pour arrêter les convulsions et le para pour baisser la température. On a dit si c'est bien. Je dis que c'est bien, il faut faire ça. Mais le fond de l'affaire est resté là. C'est le palu. Il faut traiter le palu en perfusion.
Et si on parle en langage politique? Alors maintenant, revenons en politique. Tout ce que les deux là disent, est-ce qu'il faut le faire? Oui. Le problème, c'est que ce n'est même pas possible de le faire suffisamment si tu n'attaques pas le problème de fond, le néocolonialisme. Alors, commençons par Cabral Dibi, si vous permettez, ou bien vous vouliez approcher quelque chose. Je vais dire que le néocolonialisme, c'est que le pouvoir, la liberté d'agir ou de ne pas agir au Cameroun ne dépend pas que de toi seul. Ton argent est fabriqué en France. Ah oui, on te donne quand on veut. Quand tu vends un baril de pétrole à 100 $, on prend 50 $, on garde dans la banque française. 50 $, sur 50 $, on t'envoie ça en papier CFA. Comment tu vas faire? Si tu bouges, on te fait le coup d'État. Donc, c'est ça l'insuffisance centrale. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'une réflexion du fond pour terminer et achever notre indépendance. Et on observe que les deux là ne parlent pas de l'AES. Il faut quitter sur le jour de la France, il faut rejoindre l'AES. C'est votre position. Si on nous donne le pouvoir demain, nous on fait. Si on a le pouvoir demain, c'est ça qu'on va faire ça avant 2 h du matin. Si on a le pouvoir un jour à 17 h, avant 2 h du matin, l'ambassadeur de France part d'abord, il va revenir après. D'accord. On entre dans l'AES, on crée la monnaie. D'accord. En quelques mois, on espère avoir suffisamment de liberté et suffisamment de recettes pour exécuter tout ce qu'il propose là. D'accord. C'est exactement ça. Traiter le germe de paludisme au traité et les vomissements et la température du bébé et les convulsions du bébé. Mais le fond de l'affaire, les plasmodiums sont dans le sang. C'est ça le fond de l'affaire. Alors, Cabral Dibi propose des mesures pour, a-t-il dit ainsi aujourd'hui, et si demain il devenait président de la République du Cameroun, parmi les mesures qu'il propose pour le relèvement du Cameroun, doter chaque commune d'un camion 4x4 de haute suspension pour le transport des vivres des champs vers les marchés, installer 60 unités de production de farine à base de patates, manioc, igname la première année et le double la deuxième année dans les différents bassins de production, donner à chaque mairie 2 milliards de francs CFA par an pour accélérer le développement local. Il parle également de la création de nouvelles régions. Comme noté, il parle de la région de Grand de Mam, la région de la Sanaga-Maritime, qui vous est chère, parce qu'on nous a suivi dans l'une de vos sorties. Vous revendiquez cela, la région de la Sanaga-Maritime, entre autres, l'élimination de l'ENAM et bien de structures étatiques. Le trouvez-vous réaliste? C'est vrai que vous avez dit que le problème, toutes ces mesures sont bonnes, mais si le problème n'est pas résolu à la base, ces mesures ne peuvent pas être implémentées. L'avez-vous trouvé réaliste dans ces mesures qu'il propose? Ou bien est-ce qu'il fait ce qu'on va appeler de la gourmandise politique? Est-ce qu'il va trop loin? Bon, je ne voudrais pas le qualifier. Je vois que du point de vue stratégique, on n'est pas arrivé à un stade où les opposants doivent se battre entre eux. Oui. On appelle ça, c'est un mbolé, et un précise, c'est ce qu'on appelle un mbolé. Il appelle ça la lutte par étapes. Il y a une étape où on va se dire des choses en public. Maintenant, l'étape, le moment n'est pas venu. Le moment est encore à la solidarité de toute l'opposition pour arracher un certain nombre de choses qui permettront une concurrence politique plus juste en 2025. Pendant ce temps-là, on tait certains querelles entre nous. Okay? Mais lorsqu'au moment va venir, on va dire qu'il y aura 2 problèmes fondamentaux à résoudre. Le problème, comme je l'ai dit, c'est le système néocolonial qui reste avec la moitié de vos biens. On vend le pétrole, on vend le cacao, on vend le café. La moitié des dollars et des euros reste en France. C'est le premier problème à résoudre. Le deuxième problème à résoudre, c'est celui de la formation mentale des équipes de travail. C'est-à-dire, supposons que le chef est de bonne foi. Comment il fait pour sortir des têtes de ses collaborateurs la mentalité néocoloniale qui veut que le fonctionnaire est d'abord le même employé, il est là pour lui-même, prédateur. Tu lui envoies 2 milliards ou bien le maire est 2 milliards, il détourne. Il faut que tu fasses le travail mental. Le travail mental, le travail politique pour le surveiller. Qu'il sache que si il le fait, tu as les chances de détecter et de le sanctionner très sévèrement. Il faut faire ce travail-là.
Et le travail de le conscientiser, comprendre que la fonction publique est un sacerdoce. On vient pour servir et non pour se servir. Et que dans la République, lorsque tu veux t'enrichir ou te servir, il y a les créneaux prévus. Tu restes dans ces créneaux-là. Tu ne peux pas venir uniquement pour t'enrichir, prendre l'argent qu'on a destiné à construire les écoles et les dispensaires. Ok? Parce qu'il ne faut pas croire qu'ils ne seront que ces gens-là ne sont que dans le RDPC. Non, ils sont partout. Ils sont partout. Donc, il y a un travail, et c'est pourquoi ces gens-là, il faut savoir que pendant 70 ans, qu'est-ce qui a fait que le Cameroun n'a pas pu être construit par les deux parties, l'UNC et le RDPC? Ils ont voulu appliquer le programme de l'UPC, ils ont essayé, mais ils ne peuvent pas. Vous ne pouvez pas l'appliquer si vous ne changez pas de mentalité. Si les gens n'ont pas compris que la gestion de la chose publique est un sacrifice de type divin, de type religieux, je vais me sacrifier, je ne vais pas m'enrichir et je me contente de ce que l'État a prévu pour moi. Mais si, au moment où on est nommé pour gérer ou placé pour gérer, toi-même, et on commence à compter les millions que tu gardes en bas et les immeubles que tu construis, ben, mais est-ce qu'il a résolu ça? Tant que ce n'est pas résolu, ce n'est pas possible. On va rentrer dans le même tourbillon, en réalité. Voilà les problèmes qu'il faut résoudre d'abord. Mais ce n'est pas très difficile à résoudre. On peut les résoudre en donnant le temps. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez le pouvoir. À un moment, l'une des raisons de 2 h du matin, avant le lendemain, c'est la déclaration des biens. Tu déclares, oui, il faut déclarer et justifier les biens la nuit là. La nuit là, je veux connaître ma fortune. Avant le matin. D'accord? Parce que ne deviens pas 5 ans, vous êtes ici chez moi. Ok? Je déclare. C'est ce que tout le monde doit faire. Et ça donne déjà le ton que quand tu veux travailler avant, il faut déclarer et que tu vas déclarer chaque année. Tout le monde doit déclarer chaque année. Tout le monde. Pour être correct. Et ceux qui sont aux affaires, on déclare et une fois c'est déclaré, c'est publié. On doit connaître. Si tu veux gérer notre fortune commune, on doit connaître ce que tu as personnellement. Par contre, celui qui n'est pas aux affaires n'est pas obligé de publier. On vérifie seulement que c'est correct, c'est tout. Alors, professeur, parlons de Maurice Kamto, si vous le permettez, retournons sur un aspect de son discours. Il est revenu sur ces soi-disant subventions des prix à la pompe des carburants par l'État du Cameroun. Il s'est basé sur ces statistiques, ces chiffres donnés par la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, la CSPH, pour le mois de décembre. Et ce rapport précise que le prix de revient d'un litre de carburant au port de Douala est de 369 francs CFA. Le consommateur final obtient à Douala et Yaoundé au prix de 840 francs CFA à la pompe. Alors, soit le double, hein, c'est pratiquement le double, avec une différence de un ajout de 471 francs CFA. D'où la question. Où se trouve la subvention de l'État? Quand on sait qu'en 2024, l'État nous a parlé d'une subvention de 263 milliards de francs CFA et qu'en 2000, si on regarde la loi des finances pour l'année 2025, on parle de 15 milliards de subventions des prix à la pompe des carburants. Au regard de ces chiffres, au regard de ces statistiques données par la CSPH et que relève ici le professeur Maurice Kamto, au regard du prix d'achat à la pompe avec le différentiel ou bien l'ajout de 471 francs, où se trouve la subvention de l'État? Pas pire que ça. Mais parlons déjà de ça. C'est-à-dire le fait que le prix à la pompe soit supérieur au double du prix de revient. S'il y a un commerce comme ça, où tu achètes à 100 francs, tu revends à 250. C'est ça l'affaire. Ce n'est pas pour de bénéfices. Pour acquérir, tu as 100 francs. Le bénéfice normal prévu, on connaît les standards. L'un des corps que je connais bien dans ce pays, qui est un corps cadre, qui est un corps de référence, c'est le corps des pharmaciens. Le bénéfice des pharmaciens d'officine, là, c'est 35%. On prend ça comme la règle. Parce que tu vas encore payer les impôts et les charges et tout ça, mais il va te rester 15%. Quand tu vas payer les impôts, les charges comme les impôts, les salaires, ça reste en 10%. Mais quand ils disent eux-mêmes, ça montre simplement que c'est une mafia néocoloniale terrible, qui elle-même est prise dans son propre piège. Elle n'arrive même pas
à établir le niveau de bénéfice raisonnable. Et ça, je peux vous dire que même lorsqu'on dit que 350 là, un pays comme l'Angola, si, ok, l'Angola peut nous vendre à moins que ça. Il suffirait de signer les accords. C'est un pays où ils pensent qu'il nous doit beaucoup, parce que dans leur lutte de libération, l'UPC a joué un rôle central. Où on était commandant là-bas, il y a encore les UPC à Angola. Donc, si on savait que le gaz de pétrole, ça va même la moitié de ça, 150, donc on peut vendre ça ici à la pompe ici, à 300, 400 francs. Est-ce que ce que l'État nous raconte, le jeu FMI, gouvernement du Cameroun, c'est finalement... une mafia internationale. Elle n'a pas que les Camerounais. Il y a les gens de Washington, de Londres dedans. Mais tout ça sur le dos du Camerounais. Le problème est de casser le système décolonial. Ok? Au point où on n'a même plus obligé de faire. Je vous dis que on va faire avec un pays qu'on appelle le pays de la lutte de front nationaliste. L'Angola. L'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Zimbabwe, pas les pays avec le plan de fer. L'Angola, c'est. Même au Cameroun, c'est. Même Dangote. Si on est obligé de jeter même ça à 350. On n'est pas obligé. Maintenant, si on accepte 350, on ne peut pas acheter à 350, même, on ne va même pas à 700, c'est à 850. Vous savez que le néocolonialisme, le RDPC, ce n'est plus la folie. C'est, comment on va appeler ça? Donc, on ne devrait plus parler de subvention de pétrole, de carburant au Cameroun. Non. Au contraire, il y a une surexploitation du consommateur final. Alors, professeur, avant de prendre le discours du président Paul Biya, parlons de l'idéologie politique au Cameroun. C'est vrai, c'est un sujet qui est assez cher à la rédaction de Crème TV. Aujourd'hui, on se rend compte et on sait généralement que l'action politique, l'action humaine bien orientée est presque toujours guidée par des valeurs, ou si vous voulez, par des idéologies ou théories sociales. Il en est de même pour toute action politique qui se veut et qui se définit comme action visant à organiser la cité. Alors au Cameroun, on se rend compte au regard de ce que nous présentent certains leaders de l'opposition, certains hommes politiques, qu'il manque une idéologie politique, qu'il manque une théorie politique. Comment cela peut se justifier? Je l'ai dit en France. Aux États-Unis, on sait qu'on a les républicains, on a les démocrates qui ont des lignes politiques claires et définies. En France, on a les Marine Le Pen, on sait qu'il a une politique de droite. On a les Mélenchon, on connaît leurs lignes politiques. Mais au Cameroun, on n'arrive pas à classer les hommes politiques. Il manque une visibilité, une vision politique claire au Cameroun. Une idéologie politique, une théorie politique et sociale. Qu'est-ce qui peut justifier cela, selon vous? C'est une justification historique. Il ne manquait pas ça. Il y avait ça. Les pères fondateurs ont fondé. Ils ont laissé une idéologie politique. Ils ont laissé un étatisme. Ils ont donné une direction vers laquelle le Cameroun devait aller. 1. Notre unification. 2. L'indépendance. Et troisièmement, la croissance économique. Sur la base du diagnostic. Parce que ce qui nous dérangeait, qui était la cause de nos problèmes, c'était d'abord le fait d'être divisé et le fait d'être des esclaves. Pour résoudre la division, il fallait la réunification. Pour résoudre l'esclavage, il fallait l'indépendance totale et inconditionnelle. Et pour maintenant, le niveau de vie, ils ont mis la croissance économique, ils ont appelé ça l'élévation du standard de vie. Donc il y a une idéologie. Le problème, c'est que regardez comment la colonisation, dans une combine internationale, en 58, donc tu oublies. En 60, donc tu nous nies le deuxième. En 62, on tue Abel Kenyé, au Caire en Égypte. Non, c'était à Accra. Oui. En 66, au sein d'Afane. En 72, Ernest Wandé. Donc, on les a assassinés. Et les assassinats, on a étouffé toute vérité d'idéologie. Donc, on est dans un désert idéologique, c'est ça que vous dites. OK? Ce désert idéologique a une justification historique par les faits.
Et on a installé un régime néocolonial qui ne faisait que ça. Traquer tous. Vous avez suivi comment suspendu. Vous croyez que Fameux nous fait quoi? Il est tout fait un pessimiste que lui, il voit venir. Il n'est pas idiot, hein. Il est seulement de mauvaise foi. Il voit venir une force de l'UPC de très loin. C'est ça qu'il veut étouffer. Il va donc inventer la suspension. OK? Donc, la force idéologique a été étouffée. Aujourd'hui, on a un désert. Et on a quelques balbutiements qui essaient d'échafauder quelque chose. Et dans cette quelque chose qu'ils essaient d'échapper, ils ont un problème de méthodologie. Parce que c'est une chose d'élaborer une idéologie politique, mais il faut qu'elle soit cohérente. Et ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'entraînement. Une fois que tu as fini, le deuxième volet est de la diffuser, de la vulgariser. Et c'est ça qu'ils n'arrivent pas. Et ils ont tellement de problèmes de vulgarisation qui font que vous dites qu'il n'y a pas d'idéologie. Bah, vous savez pas ce qu'ils ont écrit. Mais on ne peut pas me dire quand c'est comme Maurice n'a rien écrit. Alors, professeur, vous êtes un homme politique, on l'a dit, et c'est contestable. Vous êtes un UPCiste, vous êtes un fondamentaliste, comme vous aimez bien vous qualifier. Quelles sont les valeurs que vous prônez en tant qu'homme politique? Ah, les valeurs que nous prenons en tant qu'homme politique, j'ai écrit tout un livre pour ça, hein, pour la jeunesse. La première chose, c'est qu'il faut être toi-même un homme correct. Un homme correct est honnête, discipliné, travailleur, engagé. C'est ça que j'ai écrit lorsque je leur ai dit que le hamburger, c'est quoi? C'est ça que je leur dis là-dedans. C'est ça les valeurs fondamentales qui vont faire de toi un homme qui n'aura rien à envier à ton compatriote ou ton collègue de Washington dans l'état actuel où le pays est là. OK? Ça permet à chacun de vivre en faisant quelque chose, même s'il y a 85% de secteur informel. Rien que dans ce secteur informel, tu fais quelque chose, tu organises ta vie. C'est ça qui est central. C'est ces valeurs personnelles-là qui sont centrales. Avoir pour objectif, construire une famille, élever et aimer ses enfants et son épouse. Par les produits de ton travail bien organisé. C'est ça la discipline. Avec l'argent bien géré. Pas gaspillé dans les bars, dans la chicha, dans le voyoutisme. C'est ça la valeur centrale. On va des valeurs centrales primaires que je voudrais défendre et que je voudrais apprendre à la jeunesse, homme politique ou pas. Parce que comme vous avez dit, je suis en même temps un intellectuel, je suis en même temps un enseignant, je suis en même temps un médecin. C'est ça que je voudrais enseigner dans ce cadre-là. En fait, j'essaie de commencer. Et pour dire que je ne veux pas attendre les élections de quoi que ce soit pour commencer ça. Hein? Et je ne veux pas attendre tout le Cameroun pour commencer. Je commence ça dans mon entourage, chez mes enfants biologiques ou non. Mes neveux, tout ça, ils appellent ça, c'est mes enfants. Voilà comment vous devez vivre. Voilà les valeurs que vous devez défendre, pour lesquelles vous devez vous battre. Il faut travailler dur. Il faut persévérer. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Il faut bien gérer le patrimoine que Dieu a bien voulu te donner. Tout le monde est avec quelque chose. Il faut maximiser, multiplier et conserver ça. N'attends pas pour lui, au Kamdou. Pour ça. OK? La lutte, et quand tu as fait ça, tu organises et tu as un niveau de vie qui te permet de continuer la lutte pour améliorer. Mais c'est faux d'attendre que c'est la politique qui viendra te donner quelque chose. Non. Toi, donne plutôt en politique pour qu'elle s'améliore. Elle règle les problèmes généraux comme l'énergie. Elle règle les problèmes généraux comme de l'eau. Comme les routes. Même pour toi-même, il faut que tu aies pour toi. Comme vous avez dit que vous avez vu ma palmeraie, il faut avoir pour toi. Cultive tes palmiers. Moi, là, nous sommes conscients que le Cameroun de demain en dépend de nous. Le Cameroun de demain, il dépend entièrement des Camerounais. Le Cameroun de demain dépend entièrement des Camerounais. Comme vous avez compris ce que le professeur Baebek a dit, il dépend entièrement des Camerounais. Ce qui veut dire quoi? Si nous voulons que le Cameroun change demain, tout ce que nous avons à faire là, présentement, c'est déjà, allons nous inscrire sur les listes électorales. Pour commencer. En octobre, on part, on s'exprime dans les urnes. On vote qui on veut qu'il dirige le pays. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra avoir le Cameroun qu'on veut demain. Est-ce que vous comprenez ça?
Donc, il dépend entièrement des Camerounais, c'est-à-dire de nous. Laissez les dirigeants parce qu'ils sont là et même si les Camerounais ne veulent pas se lever, ils vont continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont continuer à misérer le Cameroun, à nous bombarder avec des choses, de la souffrance chaque jour. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est d'aller nous inscrire sur les listes électorales. En octobre, on passe voter qui sera notre président, qui sera notre dirigeant. Et ce n'est que comme ça qu'on peut assurer le Cameroun de demain, le futur du Cameroun, parce qu'il dépend entièrement des Camerounais. Ciao, ciao.